Salutations les amis, ici Durion et je suis tout particulièrement ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une lecture que j'attendais telle le Messie, et je ne parle pas du tout du joueur de foot puisqu'il s'agit tout simplement de Void Rivals. L'introduction par Robert Kirkman, et oui, grand monsieur quand même, puisque Invincible, Walking Dead, Oblivion Song et des tas d'autres choses très sympathiques, certaines qui ont été tout simplement des phénomènes incommensurables dans l'industrie du comics. En témoigne Walking Dead et plus récemment Invincible quand même, dans une moindre mesure. Donc, l'introduction de quoi? Eh bien, de l'Energon Universe. Remarquez le petit EU juste en dessous du logo de Urban. Voilà, donc c'est Urban qui récupère les droits. On a désormais des dos avec des couleurs variées, puisque je pense que la série Void Rivals aura des dos violets, tandis que, je vous le montrerai tout à l'heure, les dos, par exemple, de Transformers seront de couleur bleue. Peut-être que ça évoluera sur la série, mais en tout cas, pour les tomes 1, c'est comme ça que ça se passe. Alors pourquoi j'attendais ça? Eh bien, vous savez, comme le dit l'adage, une image vaut 1000 mots. Donc regardez plutôt ce que je vous diffuse, je sais pas de quel côté de ma tronche. Eh bien oui, c'est toute ma collection comics au sujet des Transformers, et aussi des univers partagés avec les Transformers. J'entends par là G.I. Joe, même si G.I. Joe, je ne suis pas lecteur s'il n'y a pas les Transformers. J'ai tenté une série G.I. Joe à un moment donné qui était vraiment une série en solo, enfin en solo si on peut dire, c'est quand même un team-up quand même le bordel. Et j'avais beaucoup aimé, il y avait 2 tomes chez Vestron, quand bien même je préfère lorsqu'ils sont associés aux Transformers dans cet univers partagé, et c'est tout l'objet de ce que va proposer Robert Kirkman au travers de ces moultes sagas à venir. La première d'entre elles, c'est Void Rivals, c'est le sujet de la vidéo. Le tome 1 de Transformers, je vous le montre comme ça vers le bas parce qu'il vous attend, il est là, il m'attend surtout moi en fait, pour ma lecture. Donc je vais entamer là, juste après cette vidéo. Nous sommes le 14 juin au moment où j'enregistre. J'ai reçu ce tome hier, je l'ai défoncé en une matinée. J'ai reçu le tome 1 de Transformers juste il y a quelques heures, donc je vais l'entamer ce soir. Et quelle pépite! Quelle pépite ce Void Rivals! Je l'attendais parce que c'était déjà une épopée space opéra, donc moi j'aime particulièrement la SF, vous le savez. Alors déjà, vous en rendez peut-être pas bien compte sur la vidéo, mais cover avec effet argenté brillant, c'est fabuleux. Il y a un petit effet similaire sur les épaulettes d'Optimus Prime, je vous le montrerai le moment venu. Le premier tome est venu avec son petit bandeau. Alors moi c'est la couverture régulière, hein, vous le savez, moi les éditions collector c'est pas trop mon délire, surtout quand ça coûte encore plus cher. À la rigueur quand c'est le même prix, je prends. 152 pages, hein, je ne l'ai pas mentionné mais je vous le dis, 152 pages, 17 €, sinon la variante cover c'est 19. Et ben on avait ce petit bandeau, hein, donc qui est réversible au cas où certains avaient peur qu'il soit imprimé sur le bas de la couverture, ce n'est pas le cas, c'est bien amovible. Ça nous dit simplement que c'est la nouvelle série événement, et c'est peu de le dire, par Robert Kirkman, le créateur de Walking Dead et Invincible, et c'est bien de le mentionner parce que ça fait vendre, et franchement moi cette série, toutes les séries de l'univers partagé Energonverse, ou Energon Universe si vous préférez le dire de manière complète, eh bien je veux que ça fonctionne, vraiment. Alors forcément si je n'en aime pas la lecture, je vais vous le dire, moi vous le savez, hein, ça je les achète systématiquement en précommande, pour être sûr de les avoir le jour J, et vous en parler rapidement, quand je le peux. Et alors ça, j'allais vraiment pas manquer la fenêtre de lancement et la fenêtre de tir sur ma chaîne YouTube. Je vous propose qu'on plonge plus avant sur ce que contient ce premier tome. Void Rivals, c'est avant tout quelque chose qu'il faut prendre de manière décorrélée des Transformers, parce qu'en fait c'était la grande surprise. Mettez-vous à la place de l'américain standard qui, lui, ne savait pas, en tout cas, sauf s'il se renseignait précisément sur le sujet, il ne savait pas que ce Void Rivals allait introduire un reboot de l'Energon Universe avec les Transformers et plus tard les G.I. Joe, avec Duke, Scarlett, Destro et j'en passe. La personne qui a découvert la première issue de Void Rivals aux États-Unis a dû être très surprise de voir qu'un Transformers était effectivement présent dans ce premier chapitre. Et moi du coup la mèche avait été vendue par François Hercouet sur les réseaux, vous l'avez même vu peut-être sur X ou sur divers réseaux d'Urban, même sur la variante cover de ce premier tome, là encore la surprise est totale. Pour autant sur la variante cover, vous voyez quand même que Jetfire, oui c'est l'Autobot et donc le Transformer
qui est dévoilé dans ce premier chapitre, eh bien il est directement sur la couverture. C'est pour ça que je vous en parle ouvertement. Vous le savez, moi je ne vous mentionnerai aucun spoiler majeur sur l'œuvre que je présente aujourd'hui, je fais systématiquement comme ça. Et le cas échéant, quand un spoiler est là, je vous préviens pour que vous puissiez faire un petit bond en avant dans le timecode de la vidéo. Quand bien même il n'y aura pas de spoil, j'irai quand même un petit peu poser des questions ouvertes sur ce que pourrait nous proposer l'avenir de ces moultes séries dans cet univers partagé, parce que franchement, oh là, il y a de la matière. Il y a de la matière. Void Rivals, clairement, s'il n'y avait pas eu ce Transformers sur... c'est vrai que je me dis toujours Transformers, mais il faudrait que je dise ce Transformer, parce qu'il était tout seul quand même. Ce Transformer dans le premier chapitre, eh bien c'est une série qui se tient parfaitement. Son succès auprès de moi, et je pense auprès d'autres, n'est pas intrinsèquement lié au fait que Jetfire soit présent et que du coup ça initie le reboot de Transformers. Pas du tout. Cette série se suffit à elle-même et fonctionne très bien en ce sens. Dites-vous bien que Jetfire, voilà, c'est 3 pages dans le bouquin, mais après vous avez vraiment l'intrigue des 2 personnages que je vais vous présenter là dans quelques instants. À savoir, 2 personnages que tout oppose, voyez-là comme un espèce de... Roméo et Juliette, mais sans le côté amoureux, voilà, il y a sans ce côté vraiment... Il y a des petites choses qui naissent entre les 2 personnages. De là à dire que c'est de l'amour, pas du tout. En tout cas, pas au stade où j'en suis moi. Donc ça fera peut-être partie des questions ouvertes que je peux poser sur le récit. Non, c'est simplement que... Déjà, comprenez bien que dans l'Energon Universe... Alors pour ceux qui disent Energon, je vais pas vous crier dessus. Mais Energon, en fait, c'est le dérivé de Energy. Voilà, et énergie en français ou Energy en anglais, ça se dit comme ça. Donc, si je devais l'orthographier, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est réellement comme ça qu'il faut le prononcer. Moi, je prononcerai toujours les noms des Transformers et de tout ce qui est associé à cet univers dans la version anglaise. Donc je ne dis pas Cybertron, je dirais Cybertron. Je dirais Cybertron. Et Megatron, je ne dirais pas Megatron, je dirais Megatron. C'est comme ça que prononce... attention, oh les gars, c'est américain, on respecte. C'est comme ça. Le plus possible en tout cas. Voilà, donc... On en revient au sujet de nos 2 petits personnages, qui en fait font partie de 2 peuples, au départ présentés comme étant radicalement différents, que tout oppose. En fait, si vous voulez, dans cet univers, on ne parle pas d'années, on ne se situe pas sur une période chronologique, sur une timeline, non, pas du tout. C'est un reboot, on repart un petit peu comme les New 52, mais encore pire, on fait vraiment table rase de tout. Quand je dis de tout, je parle de la série IDW que vous avez vu tout à l'heure dans ma collection, qui a été publiée chez Vestron, voilà, tous ces trucs-là. Vous faites fi de tout ça, même si c'était excellent, même si, voilà, il y a un début, il y a une fin, et là, on repart à zéro. Ça, c'est important de le savoir. Ne vous dites pas, oh, mais moi, j'y connais rien, Transformers, je connais rien à G.I. Joe. Ayez la curiosité. En plus, Void Rivals, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de précédent à ça. C'est nouveau, c'est une nouvelle série. Et il faut la prendre comme telle, et ça fonctionne du tonnerre. Donc, justement, ces 2 personnages vivent dans 2 planètes, autosuffisante si on peut dire au départ, en tout cas c'est présenté comme ça, vous avez une jolie double page que je vais essayer de vous trouver et vous mettre par là. Le soleil en son centre se meurt, mais vous avez ce qu'on appelle l'anneau doré, qui est... on n'en connaît pas encore l'origine au moment où moi j'ai lu ce tome 1, mais cet anneau doré va faire naître une guerre sans précédent entre ces 2 civilisations issues de ces 2 planètes, que sont les Agoriens et les Zertoniens. Donc ces 2 peuples s'affrontent et 2 héros, voilà, vont se trouver sur une alliance inopinée. Alors j'entends par là qu'en fait, ces 2 personnages, donc issus pour l'un et pour l'autre des 2 tribus présentées juste avant, ont une mission bien spécifique. Ils doivent intercepter une comète contenant des ressources, de l'eau notamment, qui se fait de plus en plus rare. Et donc ils partent avec leur vaisseau en direction de cette comète, mais les choses vont mal se passer, ils vont se combattre. Le combat n'est pas réellement présenté, on a quelques éléments, mais ça reste un petit peu du flashback rapide, et très rapidement en fait, ils vont être absorbés par le champ gravitationnel de la comète justement, et vont être projetés sur un planétoïde complètement inconnu, complètement inexploré, voilà, très reculé. Et je crois même qu'à un moment donné dans le récit, le personnage que j'aime beaucoup, Darak, qui est l'Agorien, a une main qu'on appelle un Android.
Donc hand pour main et droid pour droïde. Donc en fait cette main, c'est une intelligence artificielle, on imagine un gant, parce qu'à aucun moment dans le récit il ne le retire, mais donc il a des conversations avec ce hand droid, et le droïde lui dit, bah écoute, si tu veux rentrer chez toi, c'est 12,4 ans de voyage si tu utilises cette épave. Donc ce n'est pas trop possible. Il se trouve qu'à un moment donné, donc il se pose la question de savoir s'il est seul sur ce planétoïde, mais en fait non, parce que de l'issue du combat qu'il a opposé aux Zertoniens, au personnage rival, eh bien ils se sont tous les deux en fait crachés sur cette planète, mais lui ne le sait pas encore. Donc il y aura la phase de rencontre, la phase pour s'apprivoiser l'un l'autre, parce que vous l'avez compris, des mœurs, des valeurs, des choses radicalement différentes entre eux. Mais il se pourrait bien que, au cours de leur discussion, au cours de leur tentative de s'apprivoiser, ils s'aperçoivent qu'en fait ils ne sont peut-être pas si différents. Et c'est là où vraiment pour moi le récit a pris toute son ampleur. Dites-vous bien que le premier chapitre pose vraiment des bases Or quand je dis premier chapitre, je vais m'expliquer. Les premiers chapitres effectivement vous posent un contexte, c'est-à-dire qu'ils sont sur ce planétoïde, ils vont y faire la rencontre de Jetfire, etc. Mais après, il y a comment est-ce qu'ils peuvent s'en aller de cette planète, vont-ils y arriver? Et surtout, est-ce que s'enfuir de cette planète était réellement le seul défi majeur qu'allaient attendre ces deux personnages? Autant vous dire que la réponse est non. Il y a bien pire qui les attend. C'est développé dans ce premier tome, mais ça ce sera à vous de le découvrir, parce que j'aime autant vous dire que s'ils ne sont pas si différents, mais que leur hiérarchie, leur supérieur, prône depuis des lustres et des lustres ces différences et justifie les combats par ce biais-là, il y a un petit problème alors. Est-ce qu'il n'y aurait pas un mensonge énormissime d'envergure cosmique? Est-ce qu'il n'y aurait pas tout simplement un tiers, bien pire encore, qui serait en train d'émerger aussi, et qui pourrait faire tout basculer? Eh bien tout ça, c'est autant de questions que soulève ce premier tome, et qui moi me laisse, mais alors, dans une attente absolument démesurée quant à ce tome 2, qui pour l'instant, j'ai pas de date à vous communiquer, mais il va falloir que ça arrive. Alors bien sûr, on a de quoi attendre. Le tome 1 de Transformers, que j'ai reçu aujourd'hui, alors il faut savoir que ça c'était prévu fin mai. Au final, moi je l'ai eu le 12 juin, et je crois que c'est normal. Moi je l'avais précommandé, et j'ai vu ma date de précommande changer, ou du moins ma date de livraison, donc voilà, je vous le dis, si vous vous posiez la question, moi je me la suis posée. Apparemment le 12 juin a été la nouvelle date trouvée. Alors c'est un petit peu trop rapproché de la sortie du tome 1 de Transformers, j'aurais aimé vous présenter ça la semaine dernière, et vous présenter le Transformers aujourd'hui, mais non, j'ai pas pu, donc ça sera fait très rapidement. Là c'est ma lecture juste après. Voilà les amis, donc ces deux personnages sont hyper attachants. Moi j'ai trouvé chez l'Agorien, je vous mets à chaque fois des images, des airs de Star-Lord un peu, mais dans son comportement, dans son bagou. Il a aussi un petit peu une réplique qu'il dit souvent, c'est « Oh mec !» comme ça, et à chaque fois c'est quand il est dans des situations complètement désespérées où c'est la giga merde, et je l'ai trouvé super attachant. Tandis que l'autre personnage, beaucoup plus mystérieux, beaucoup plus renfermé, dont l'identité vous sera révélée très rapidement parce que tous deux vont enlever leur casque, parce que oui, ils sont dans des exo-armures assez stylées quand même, ce qui va me permettre d'ailleurs de faire juste après un petit parallèle avec le dessin, parce que je vais vraiment essayer de tout aborder sur ce récit. Et c'est génial en fait, cette phase de découverte de l'un l'autre, la découverte aussi de ce planétoïde sur lequel ils sont. Et puis, il faut savoir que l'un des deux personnages a eu une vision. Et ça va donner en fait, c'est pas juste deux pèlerins qui se rencontrent sur une planète parce qu'ils étaient en train de se bastonner dans l'espace. En fait, ces deux personnages-là sont extrêmement importants, l'un pour son peuple, l'autre pour le sien, mais dans des proportions différentes. Et ça, c'est génial, parce que du coup, il n'y a pas un personnage qui prédomine sur l'autre. Les deux sont réellement sur un piédestal, voilà, l'un à côté de l'autre, en fait. On n'est pas sur un déséquilibre, pas du tout. Et ça fonctionne super bien, et justement, je vous disais tout à l'heure, Roméo et Juliette entre les deux personnages, vous découvrirez pourquoi j'ai fait ce parallèle-là, mais voilà, essayez de retirer tout le côté amour que ça pourrait sous-entendre. Si vous deviez retenir qu'une seule chose du bilan de ce récit, déjà c'était extraordinaire, j'ai adoré cette lecture, et en fait, imaginez-vous une petite boule d'énergie, premier chapitre,
qui va commencer à prendre de l'ampleur au fil des 6 chapitres que compose le récit. Et à la fin, vous avez un truc comme ça. Et vous avez la tête qui est en train de fumer. Pas parce que c'est compliqué, pas du tout, c'est extrêmement... Les dialogues sont ciselés, extrêmement ingénieux, bien écrits, bien traduits. Et puis, à chaque fois, je trouve qu'il y a du rythme. Et ça, c'est très très bon. Alors là, je suis vraiment sur la partie écrite de l'œuvre. Juste après, on abordera le dessin. Et j'ai trouvé que voilà, la boule d'énergie prend une ampleur phénoménale, et à la fin, vous avez ça, et on vous dit, là maintenant, on va commencer cet univers partagé. Et donc, en fait, vous avez tout. C'est pas comme un soufflet qui serait retombé, et on vous dirait, allez, maintenant, c'est parti pour Transformers tome 1, et hop, non, Void Rivals, ça a fait ça, et les trucs vont venir se mettre à l'intérieur. Et ça, c'est ouf. Et je vais autant vous dire que quand Transformers va se mettre à l'intérieur, je pense que ça va être une deuxième boule d'énergie de ouf. Et voilà, je sais pas si vous connaissez le jeu Agario, à la fin on va avoir un truc gigantesque comme ça, et il y aura à manger pour tout le monde, ça va être une tuerie totale. Je mets ma pièce, je mets même un billet de 500 dessus, j'en suis persuadé, et je pense que ma lecture de Transformers tome 1 juste après me donnera raison. Dernier petit point à aborder avec vous, c'est les dessins. Je garde ça pour la fin afin de nuancer un petit peu l'avis que je vous ai donné aujourd'hui, parce que malheureusement j'aurais aimé que ce soit vraiment un sans faute. Attention, qu'on soit bien d'accord, c'est un coup de cœur absolu. Mais les dessins, vous le savez, pour moi, c'est pas forcément le truc que je vais regarder en premier. Mais bon, voilà, c'est une bande dessinée, donc on peut pas trop passer au travers non plus. Et j'ai trouvé que Lorenzo De Felici, qui avait fait Chroma chez Delcourt, que je n'ai pas lu, mais tout le monde en a dit un bien incommensurable. J'ai dit plusieurs fois incommensurable. Pourtant, c'est pas du tout un mot très évident. Bref, il faudra que je lise ça chez Delcourt, je l'ai en numérique, donc je le lirai un de ces 4. Mais c'est surtout lui qui a fait Oblivion Song. Oblivion Song, j'ai lu le premier tome, j'avais bien aimé, mais les dessins, là aussi, m'avaient un petit peu chagriné. Alors on n'est pas du tout sur un truc clivant comme on pourrait l'avoir sur The Department of Truth, pas du tout. On n'est pas non plus sur un truc un petit peu à la... pas House of Slaughter, mais le Something is Killing the Children, voilà. Le dessin, je l'aime pas trop sur Something is Killing. Disons qu'il fait l'affaire, mais ça pourrait être mieux. Et là, Lorenzo, en fait, il est très bien sur les plans fixes, il est très bien sur les décors, mais sur les scènes dynamiques, et il y en a quand même, c'est quand même un récit d'action, c'est de la SF, c'est du space opéra, je l'ai trouvé un peu fragile. J'ai trouvé qu'aussi, les personnages en arrière-plan étaient souvent grossièrement dessinés, très peu de détails. C'est particulier, ce dessin de Lorenzo De Felici. Je sais pas si c'est une histoire de s'habituer. Voilà, vous me direz dans les commentaires si vous, c'est quelque chose que vous appréciez en termes de travail graphique. Pour moi, c'était le seul bémol de ce récit. Je pense que, on est plutôt sur un truc plutôt pas mal. Si je devais le noter en mode métacritique, je vous mettrais 99%, et on n'en parle plus, parce que pour moi, le dessin a très peu d'importance. Je sais, je suis sûrement un ovni en vous disant ça, mais clairement, The Department of Truth, je n'aurais jamais pu en venir à bout si je m'étais arrêté au dessin. Ce n'est pas le cas, j'en suis venu à bout, j'ai adoré, j'en ferai une vidéo un jour, il me manque un tome à lire, le 4, et voilà, c'est tout. Donc, moi, ça n'a pas été un frein, mais ça a été la petite goutte d'eau un petit peu froide qui vous tombe dans le bas de la nuque, vous voyez, si je devais faire une métaphore là-dessus. Bon les amis, nous arrivons à la conclusion de cette vidéo, et justement, là je vous ai même laissé le bandeau, là je viens de l'ouvrir de son carton, Transformers, tome 1, voilà, petite saleté du carton encore qui était restée. Eh bien, je vais le découvrir ce soir, j'ai très hâte de vous en faire une vidéo. Oui, j'ai pris la couverture classique parce que déjà c'est Optimus Prime, je l'adore. Donc, je sais que beaucoup aiment Bumblebee, souvent même le préfèrent à Optimus. Moi, je vous le dis, celui qu'on nommait Orion Pax est désormais connu sous le nom de Optimus Prime. Ça, c'est le sang, les amis. Enfin, c'est le sang. C'est l'huile de moteur, ça. Ça, c'est l'huile de moteur, ouais. C'est tout pour moi, on se dit donc à très vite. Lisez un max, plongez-vous dans cet Energon Universe, revoyez les films de Michael Bay, revoyez le dernier Rise of the Beast. Restez bien après la scène, restez pour la scène post-générique, parce qu'il y en a une et c'est pas une scène post-générique de petit bâtard, c'est un truc bien costaud, ça va vous introduire quelque chose de particulier et qui pourra faire peut-être un parallèle avec ce qu'on a là. Je vous laisse seul juge. Quoi qu'il en soit, profitez bien, lisez un max, comme je vous le disais,
et à très bientôt les amis. Ciao.